L'inflation, le vol des gouvernements. Il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation. L'une est par les armes, l'autre est par la dette. John Adams. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. Milton Friedman. Pourquoi l'inflation est-elle si forte en ce moment? Alors, il est vrai que l'inflation est le sujet le plus médiatisé et pourtant, le sujet de la monnaie est un sujet très complexe qui peut assez souvent porter à confusion, même parmi les économistes qui se posent des questions, comme par exemple de savoir s'il faut ouvrir oui ou non le robinet du crédit. Tocqueville disait, ouverture des guillemets, une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. Sur l'inflation, il y a effectivement beaucoup d'idées qui sont fausses mais claires et précises. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que vous qui me lisez et qui n'êtes pas forcément spécialiste des questions monétaires, vous puissiez vous dire, finalement, moi aussi je comprends ce que c'est que l'inflation. Alors, pour cela, il faut se pencher sur deux questions. La première, c'est de savoir ce qu'est la monnaie. Et la seconde, c'est de comprendre le système monétaire international. Que, ouverture des guillemets, les experts des questions monétaires me pardonnent. Je vais être très schématique parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est la compréhension de tous. Toute économie repose sur l'échange. C'est bien normal parce que nous sommes tous spécialisés ou on a tous tendance à la spécialisation. Certains d'entre nous savent enseigner les mathématiques, d'autres faire du pain, d'autres savent réparer des voitures. Entre parenthèses, on ne peut pas tout faire. À partir de ce moment-là, il faudra qu'on puisse échanger les uns les autres, des biens et des services et notre économie dans les temps anciens, à commencer sur la base du troc, c'est-à-dire que je vous échange 1 litre de lait contre 3 œufs. Entre parenthèses, par exemple. Mais le troc atteint vite ses limites. Pourquoi? Parce que se passe-t-il si je veux 1 litre de lait, mais que vous ne voulez pas mes œufs? Les économistes appellent ce problème la coïncidence des besoins, c'est-à-dire qu'on n'a forcément pas besoin tous au même moment de la même chose et on n'a pas intérêt à avoir un échange réciproque. Il nous faut donc une troisième marchandise pour avoir un échange indirect qui va nous servir à faire ces échanges. Cette dernière est la monnaie. Oublions pour le moment les pièces de monnaie et les billets de banque. La monnaie dans l'histoire a pris plusieurs formes. Parmi ces formes, il y avait évidemment le tabac, le cuivre, le bétail, les perles. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait dans les camps de prisonniers comme monnaie les cigarettes, c'est-à-dire que tous les prisonniers avaient intérêt à accumuler des cigarettes, même s'ils ne fumaient pas, parce que ça leur servait dans le futur à acquérir des biens et services. Donc la monnaie est avant tout une marchandise que l'on va échanger et cette dernière doit avoir deux qualités principales. La première, c'est d'être divisible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir facilement la comptabiliser, la diviser en petites parties. La deuxième, c'est que la monnaie puisse conserver sa valeur dans le temps. On aurait pu prendre comme monnaie des pommes. Elles sont facilement divisibles, mais se conservent beaucoup moins bien sur le temps. Deux monnaies ont émergé naturellement, spontanément sur le marché, l'or et l'argent, entre parenthèses, en tant que métal bien sûr. Le problème du stockage s'est assez rapidement posé. Les orfèvres qui, évidemment, étaient spécialistes de ces sujets, ont commencé à proposer des services de stockage de l'or, en échange duquel vous recevrez un reçu sur lequel était écrit la quantité en poids de monnaie que vous avez déposée dans ces entrepôts sécurisés. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de faire des allers-retours aux entrepôts et qu'il était beaucoup plus pratique d'échanger ces reçus. Ces derniers sont appelés substituts monétaires par les économistes. Vous aurez compris que nous parlons des billets de banque. Donc, les entrepôts qu'on a connus par la suite qui sont devenus des banques ont permis d'un côté de stocker l'or des citoyens en échange et de l'autre, ils donnaient des billets de banque. Un premier problème est apparu.
Les banques se sont aperçues que les épargnants ne viennent pas tous au même moment pour récupérer l'or qu'ils avaient dans le coffre. Dès lors, les banques se sont dites, ouverture des guillemets, on peut imprimer plus de billets de banque qu'on a de réserves dans nos coffres. On appelle ces types de réserves dans le langage des banques centrales des réserves fractionnaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire qu'il existe plus de billets de banque que de réserves d'or. Ce défaut était relativement limité car il existait une concurrence entre les différentes banques privées qui oblige les banques à garder une grosse quantité d'or dans leur coffre par rapport à la quantité de monnaie papier en circulation. Et sur ce, on a à partir de 1803 la Banque de France. On lui octroie le monopole de l'émission des billets de banque. Déclenchement de la Première Guerre mondiale. Un changement majeur s'opère. Quel est-il? Les principaux belligérants que sont l'Allemagne, la France et l'Angleterre se mettent à imprimer beaucoup d'argent papier et suspendent la convertibilité de la monnaie papier en or. Ils le suspendent et ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire. C'était le cas pendant la guerre de sécession avec l'idée à terme, ouverture des guillemets, en tout cas pour les Français et pour les Anglais, que les stocks d'or seront remplis de nouveau grâce aux réparations que les Allemands paieront après-guerre à travers ce fameux slogan, ouverture des guillemets, l'Allemagne paiera. Bien évidemment, sur les 80 milliards Deutschmarks or, entre parenthèses, ancienne monnaie allemande, que l'Allemagne devra payer, elle n'en paiera que 5 milliards parce que le président John Calvin Coolidge, Jr., entre parenthèses, 30e président des États-Unis, en 1926, déclare un moratoire sur la dette allemande, pour ne pas que cette dernière se tourne vers le communisme qui, à l'époque, était visiblement le principal danger. Dans l'après-guerre, les principaux pays que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne connaissent des niveaux d'inflation élevés, voire très élevés pour l'Allemagne. Nous sommes à l'époque de la République de Weimar et à cette époque-là, les niveaux d'inflation sont stratosphériques. En guise d'illustration, en France, les prix sont multipliés par 6,5, entre parenthèses, 1913-1928, à partir du moment où on aura le franc point carré qui est une dévaluation. En Allemagne, c'est encore pire. On passe en 1913 à 1 dollar qui vous donne 4 marks pour 1923 à 1 dollar qui vous donne 4 milliards de marks, donc des niveaux d'inflation extraordinaires. Entre les deux guerres, il ne reste que les États-Unis et d'une certaine manière la Grande-Bretagne qui ont un système de convertibilité des monnaies en or. À partir de 1944, les Alliés se réunissent dans une petite ville du New Hampshire qui s'appelle Bretton Woods et ils dessinent l'architecture du système monétaire international tel qu'on le connaît aujourd'hui. On dit souvent que la puissance économique des États-Unis a donné la prééminence du dollar dans les échanges internationaux. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce qui a permis au dollar de prendre une telle importance, c'est d'abord et surtout parce que les monnaies des principaux pays concurrents du dollar étaient très mal gérées, et ces pays-là avaient imprimé énormément d'argent pendant toute la période. En 1971, entre parenthèses, une date extrêmement importante qui a vraiment amorcé le changement de ce monde, Richard Nixon, entre parenthèses, 37e président des États-Unis, suspend le 15 août 1971 la convertibilité du dollar en or. Jusqu'à présent, c'était possible, non pas pour les citoyens, mais pour les banques centrales, leur dollar en or à cours fixe. À partir de 1971, c'est plus possible, parce que les Américains impriment énormément de dollars pour financer la guerre du Vietnam. Et aussi, certains alliés sous l'impulsion de la France et du général de Gaulle commencent à rapatrier leur stock d'or avec du dollar dans leur pays d'origine. Là, tout change. Pour la première fois de l'humanité, notre monnaie ne repose sur rien, n'est plus supportée par une quantité définie de marchandises. On passe sur une monnaie que l'on appellera la monnaie fiduciaire, et ça a deux conséquences principales. La première, c'est ce que l'on appelle la financiarisation de l'économie. Si aujourd'hui, vous allumez n'importe quelle télé ou radio, vous allez avoir des nouvelles sur le cours de bourse, actions, taux.
C'est l'une des conséquences de cette suspension de convertibilité. Et la deuxième encore plus dramatique, si je puis dire, ce n'est qu'à partir de 1971 qu'on aura une explosion littéralement de la dette publique, qui a poussé les autorités à imprimer beaucoup d'argent pour financer notre modèle social. Et juste pour terminer sur ce point-là, il faut bien avoir à l'esprit que pour le cadre de la livre sterling et du dollar, puisque plus facile de comparer les monnaies lorsqu'il y a plus de changements, comme tel est le cas entre le franc et l'euro. Pour la livre sterling, jusqu'en 1914, si on regarde dans les 100 années qui ont précédé, on constate que les prix en Grande-Bretagne ne changent à peine et c'est à peu près la même chose aux États-Unis entre 1750, entre parenthèses, date à laquelle on commence à enregistrer les prix, et 1930, les prix aux États-Unis ne bougent pratiquement pas. Qu'est-ce qui se passe en 1930? Le président américain Herbert Hoover, entre parenthèses, 31e président des États-Unis, décide d'évaluer le cours du dollar par rapport à celui de l'or. C'est vrai qu'il faut avoir conscience que ce que nous appelons inflation aujourd'hui renvoie à cette idée de hausse des prix de l'essence, du sucre, du riz, de mon panier de consommation courante. Mais l'inflation à la base, c'est tout simplement l'augmentation de ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire le nombre de billets en circulation. Si on regarde les choses comme ça, on s'aperçoit que l'inflation n'est pas de retour comme on peut l'entendre ici ou là, mais elle est présente depuis bien plusieurs années. Il faut tout simplement s'intéresser, non pas au prix des biens à la consommation courante, mais au prix des actifs. Entre parenthèses, c'est tout simplement l'immobilier, les marchés financiers, le marché de l'art. Et on s'aperçoit, bien que depuis 2008 et d'autant plus depuis 2020, le fameux « quoi qu'il en coûte », on se rend compte que le prix des actifs ont augmenté significativement. Pourquoi? À partir de 2008, les banques centrales mondiales mettent en place des politiques monétaires accommodantes ou laxistes. Entre parenthèses, désolé, je vais être technique une seconde. Cela veut dire de mettre en place un système d'expansion forcée du crédit en baissant les taux d'intérêt ou en rachetant des actifs aux banques commerciales ou aux États. Pour simplifier, nous allons parler d'impression monétaire ou de faire tourner la planche à billets, cela revient au même. Et oui, j'estime que le calcul de l'inflation n'est pas fiable. Oui, effectivement, si jamais il n'y a pas d'intervention dans l'économie des banques centrales, l'ensemble des biens et des services est équivalent au stock de monnaie. Donc, si l'on augmente le stock de monnaie d'une certaine manière, on a la monnaie qui se déprécie. Mais si on n'augmentait pas ce stock de monnaie, qu'il, entre parenthèses, le stock de monnaie, soit stable comme dans une économie, on devrait avoir tendance normalement à produire des biens. Donc plus de biens pour autant de monnaie, et dans une économie naturellement, le pouvoir d'achat a tendance à se développer, non pas à se détériorer. Alors, dans plusieurs pays comme le Sénégal, la France, entre parenthèses, je prendrai son exemple car nous les avons copiés ici sans réfléchir, on mesure l'inflation à partir d'un indice que l'on appelle l'IPC, entre parenthèses, indice des prix à la consommation. Et mensuellement, cela est évalué en tenant en compte le panier moyen des ménages. Alors, comment cela se passe? Si vous avez le prix d'un paquet de café qui coûte 2000 francs, si le mois suivant, ce paquet coûte 2040 francs, eh bien, l'organisme chargé, entre parenthèses, l'INC en France et l'ANSD au Sénégal, va calculer qu'il y a eu une augmentation de 2% globalement sur cette ligne qui représente un panier moyen des ménages. Et puis après avoir fait le calcul de toutes les lignes pour vous donner le montant global de l'inflation. Mais ce calcul a deux limites. Premier point, si vous ne buvez pas de café, ce panier moyen de consommation ne vous représente absolument pas. C'est votre problème, pas le leur. Et l'INC exclut un grand nombre de biens et de services de son calcul, comme par exemple les primes d'assurance, les véhicules d'occasion, les services de plomberie, électricité, etc. Mais effectivement, vous pourriez me dire que cela représente un panier imaginaire d'un ménage, qu'il est tout autant, pourquoi pas. Deuxième point, et le deuxième, qui est beaucoup, entre parenthèses, plus sérieux pour moi, dans le calcul de l'IPC, qui nous permet de savoir notre taux ou niveau d'inflation, c'est ce qu'on appelle le biais de substitution.
Qu'est-ce que c'est? Imaginons que chaque mois, vous consommez 5 litres de jus d'orange et que chaque litre de jus d'orange coûte 1000 francs. Donc chaque mois, vous dépensez 5000 francs. Imaginons par ailleurs, en Égypte, entre parenthèses, un très grand producteur d'oranges, de jus d'orange, qu'il y ait une tempête extraordinaire qui décime complètement toute la production de cet agrume. Ce qui va se passer, c'est que le prix de l'orange va exploser et le prix du jus d'orange va augmenter. Imaginons maintenant que ce litre de jus d'orange que vous payez auparavant 1000 francs passe à 5000 francs dans les supermarchés. Là, vous avez deux options. La première, c'est de se dire que, puisque c'est beaucoup plus cher, je ne vais plus consommer de jus d'orange. Là, qu'est-ce que je dis étant l'INC? Entre parenthèses, évidemment pas si c'est uniquement vous, mais la totalité des ménages qui font la même chose. Puisque le jus d'orange n'est plus consommé, dans ce cas-là, on va le retirer dans le panier moyen des ménages. Pire, si jamais vous décidiez de vouloir toujours consommer vos 5 litres de jus d'orange mensuels, évidemment, puisque le litre de votre jus préféré a augmenté, vous allez peut-être vous tourner vers un autre jus d'orange de bien moindre qualité, et là, l'INC ne peut pas calculer ces détériorations de la qualité des biens et des services que l'on achète. Qui profite de l'inflation le plus et qui en pâtit le plus? Ce qui est intéressant, c'est en 1849, dans un journal qu'on appelle La Voix du Peuple, fondé par Pierre-Joseph Proudhon, entre parenthèses, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des pères du socialisme qui a notamment inspiré Marx et qui considérait que la propriété, c'était le vol, qui débattait avec un autre économiste partisan des libertés, qui s'appelle Frédéric Bastiat, sur ces sujets de la monnaie. En résumé, ce que disait Proudhon, c'est que l'on suspende la convertibilité qu'à l'époque de l'or avec la monnaie, qu'on ait une monnaie qui soit 100% papier, que l'on augmente cette masse monétaire et que l'on réduise à zéro les taux d'emprunt. Selon lui, cela nous permettrait d'avoir absolument plus, entre parenthèses, pas du tout, de dettes et des entreprises qui seraient très prospères. Et de l'autre côté, Bastiat lui répond que c'est absurde. Si on met en place ces politiques, la seule chose qui va se passer, c'est que les pauvres vont s'appauvrir et que les riches vont s'enrichir de plus en plus. 170 ans plus tard, on a mis en place des politiques de Proudhon, en tout cas ses recommandations, et nous nous rendons compte que c'est Bastiat qui avait raison. Qui est-ce qui en profite et qui est-ce qui en souffre? Ceux qui en profitent d'abord. On a un économiste franco-irlandais, Richard Catuon, qui nous a appris il y a quelques siècles de cela que l'inflation se diffusait d'abord au point d'entrée de la monnaie. Donc comment la monnaie est diffusée dans notre économie? Principalement par le crédit bancaire. Alors, toutes les personnes qui en profitent sont celles qui ont eu accès à ce crédit ces dernières années. Entre parenthèses, ceux qui se sont achetés un bien immobilier, les personnes qui ont vendu un bien immobilier. C'est aussi toutes ces entreprises qui ont pu se financer sur la dette à très bon marché. Je pense notamment à la Big Tech ou GAFAM. Entre parenthèses, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Aux États-Unis, qui s'est systématiquement développé sur des projets qui sont notamment pas rentables et qui ont pu se développer grâce à un financement à taux zéro. C'est évidemment l'État, parce qu'il est le premier des emprunteurs. C'est tous ceux qui ont pu investir sur les marchés financiers, parce que les entreprises ont mis en place des rachats d'actions, donc tout cela sont ceux qui ont profité de l'inflation. Maintenant, qui est-ce qui en souffre? Et c'est là, à mon avis, le plus grand scandale du XXe siècle et certainement du XXIe siècle, parce que les personnes qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont les classes populaires et ce sont les plus fragiles d'entre nous. Pourquoi? C'est très facile à comprendre. Déjà, cette catégorie sociale n'a pas les moyens de se payer les services d'un conseiller financier qui va les orienter pour mettre leur épargne sur des produits qui ne se dévalorisent pas quand il y a beaucoup d'inflation. Par ailleurs, en général, les plus modestes d'entre nous sont souvent les personnes qui ont juste un matelas d'épargne et pas plus, entre parenthèses, ou même rien. Et elles voient ce matelas d'épargne se réduire à travers le temps. Ceux qui souffrent le plus des politiques monétaires actuelles mises en place par nos banques centrales sont les plus modestes et c'est un scandale incommensurable qui est très peu commenté. J'aimerais ajouter un point
qui a fait l'unanimité dans tout le spectre des économistes, que ce soit de Ludwig von Mises, chef de file de l'école autrichienne d'économie, et qui déclarait que l'inflation est une taxe sur l'épargne, et le drame, c'est que les plus pauvres d'entre nous ne s'en rendent pas compte. John Maynard Keynes, qui est l'instigateur de ces politiques inflationnistes, et pour rappel, qui est quand même l'idéologue de référence en économie pour une grande partie de la classe politique, qui préconisait des mesures inflationnistes et qui déclarait dans un ouvrage qui s'appelle « Les conséquences économiques de la paix » en 1919 que, par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent secrètement et sans être observés confisquer une grande partie de la richesse des citoyens. Donc l'inflation pour l'ensemble des économistes, c'est de l'argent qui est prélevé aux plus pauvres d'entre nous. Si on imprime 500 francs CFA de plus dans toute l'économie, on a une pomme de terre maintenant, nous avons 1000 francs CFA, donc mon pouvoir d'achat de mon CFA s'est dévalorisé. Maintenant, il me faut 1000 francs CFA pour acheter une pomme de terre. Avant, j'en avais besoin que de 500 francs CFA. Pour le comprendre de manière beaucoup plus détaillée, prenons un exemple un tout petit peu plus complexe. Imaginons que nous avons un boulanger, un jardinier et un ouvrier. Mettons la monnaie de côté. Supposons que notre boulanger, lorsqu'il fabrique sa baguette de pain, reçoit un jeton. Le jardinier qui vient tailler reçoit en échange 3 jetons. Et l'ouvrier, en échange de son service, de son travail, reçoit une centaine de jetons par mois. Ces derniers créent ce que l'on appelle de la richesse qui peut être accumulée, échangée ou dépensée. C'est le principe d'une économie. Maintenant, imaginons qu'il existe une association de malfaiteurs et que cette association de malfaiteurs ait la possibilité de créer des jetons qui soient strictement identiques aux jetons que reçoivent le boulanger, le jardinier et l'ouvrier. Il n'y a aucun moyen de distinguer les vrais des faux jetons. On est bien d'accord que cette association de malfaiteurs peut faire absolument ce qu'elle souhaite avec ces jetons. Elle peut évidemment acquérir des biens et services. Elle pourrait même redistribuer une partie à la population, donc on pourra l'appeler l'État-providence si on le souhaite. Qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte que dans ce cas, cette association de malfaiteurs va retirer de notre pôle de biens et services une partie, et dans le même temps, elle va ajouter des jetons supplémentaires, donc de la monnaie supplémentaire. On a bien une diminution des biens et services et une augmentation de la monnaie. Dans ce cas-là, on peut estimer que c'est du vol. L'inflation est du vol. Pour le comprendre, c'est simple. Imaginons que vous me prêtez 100 000 francs CFA et que je vous rende 99 000 francs CFA à la fin de l'année. Vous allez me dire que c'est du vol. Et moi, je peux appeler cela de l'inflation. N'en reste pas moins, c'est un vol. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils veulent financer la dépense publique, par exemple, la construction d'un hôpital, ils ont 3 moyens à leur disposition. Premier point, l'impôt. Entre parenthèses, un prélèvement immédiat des ressources qui sont produites dans l'économie. Deuxième point, émettre de la dette. On appelle cela des obligations souveraines, pour être plus précis, des obligations assimilables au trésor. Et d'émettre de la dette sur les marchés qui va être achetée par des investisseurs. Or, quand on pense investisseur, c'est assez souvent Monsieur C qui a son assurance vie qui va acheter ces obligations-là. Il faut en avoir conscience. Troisième point, monétiser la dette. En faisant en sorte que la valeur de la dette que j'ai émise aujourd'hui, sa valeur dans le futur, sera bien moindre que sa valeur d'aujourd'hui. Prenons un exemple qui nous permet de montrer que l'inflation est un vol. Imaginons qu'à la fin de cette année, vous achetez une voiture qui coûte 10 000 euros. Imaginons dans l'économie une paire de sneakers coûte 100 euros. Le panier de courses à 50 euros et votre salaire soit de 1000 euros par mois. Maintenant, il y a 10% d'inflation. Donc à la fin de l'année, les sneakers ne coûtent plus 100 euros, mais 110 euros. Entre parenthèses, 10% d'inflation. Le panier de courses 50 euros, la voiture 11 000 euros et votre salaire, il est bel et bien réévalué, il est à 1100 euros. Entre parenthèses, on pourrait bien rajouter là-dessus qu'il y a un décalage entre le moment où les prix augmentent et l'augmentation des salaires. Et cela serait aussi qualifiable de vol, mais c'est un autre sujet. Maintenant, vous voulez vous acheter une voiture, entre parenthèses, qui est à 11 000 euros. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est votre épargne,
qui vous permettait d'acheter cette voiture de 10 000 euros au début de l'année. Et à la fin de l'année, elle est à 11 000 euros. Donc, vous ne pouvez plus. Eh bien, cet argent, il vient bien de quelque part. Il vient de cette inflation, de cette taxe sur l'épargne. Il est certain d'une manière générale que l'inflation est présentée par les pouvoirs publics comme étant une catastrophe naturelle ou un fléau contre lequel les gouvernements veulent systématiquement nous protéger. Ceci est l'histoire qui nous est racontée pour nous faire plaisir, parce que dans les faits, les gouvernements ont toujours eu intérêt non seulement à mettre en place des politiques inflationnistes, et en plus à les minimiser, et ce depuis toujours. Quand il y a beaucoup d'inflation pour l'État, c'est tout bénéfique, car l'État peut émettre de nouvelles dettes, cela va lui coûter moins cher. Par ailleurs, les impôts augmentent, parce que si les prix augmentent, la TVA augmente, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés également, c'est mécanique, et dans le même temps, les prestations sociales n'augmentent pas immédiatement. Enfin, l'inflation permet toujours aux pouvoirs publics qu'ils agissent, réagissent pour nous protéger. Si on regarde un peu dans l'histoire des épisodes d'inflation, on en a depuis l'époque de l'Empire romain, avec l'empereur Constantin. On reniait les pièces de monnaie et avec les résidus de ces dernières, on frappait de nouvelles pièces, ce qui permettait de financer les guerres, et l'inflation était évidemment très importante à cette époque-là. On a parlé de l'époque de la République de Weimar pour se donner une idée de ce que représente une hyperinflation. Vous allez au restaurant en ces temps, entre parenthèses, République de Weimar, le temps qu'on vous apporte l'addition, les prix avaient doublé. On parle d'un niveau d'inflation stratosphérique. Et même à cette époque-là, les économistes principaux et le gouvernement allemand nous disaient que l'une des raisons pour lesquelles l'inflation a été si élevée, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de monnaie en circulation. Donc, cela a toujours été de tout temps pour les gouvernements. L'inflation, un outil qui leur bénéficie, est dans leur intérêt de minimiser le poids de l'inflation. Si vous voulez mon avis sur cette question, je vous dirai que c'est un peu le chemin qu'on prend, et que l'an prochain, on nous dira encore, il faut mettre sur place une sorte de ouverture des guillemets, quoi qu'il en coûte, parce que ce sera nécessaire pour l'économie. C'est ce que sait faire l'État, imprimer de l'argent et de la monnaie. L'inflation est due à la guerre russo-ukrainienne? D'une certaine manière, c'est vrai, mais cela ne peut pas l'être complètement. Je m'explique. Tout prix est le résultat de l'offre et de la demande. Si l'offre de quelque chose se réduit et que la demande est identique, les prix vont monter. Mais on ne peut pas avoir d'augmentation généralisée des prix, comme nous l'avons aujourd'hui sans cause monétaire. C'est facile à comprendre, je vous explique. Imaginons quelque part dans le monde, pour des raisons géopolitiques, la production du blé s'effondre. On est bien d'accord que le prix du blé est aussi le résultat de l'offre et la demande du produit en question. Entre parenthèses, vous avez moins d'offres et une demande à peu près équivalente. Si chaque mois vous achetez 1 kg de farine de blé et voyez le prix du blé augmenter, le prix de la farine va alors aussi augmenter. Si votre salaire est identique, vous allez dépenser un tout petit peu moins, comme par exemple acheter moins de sucre, mais le prix du sucre, lui aussi, est le résultat de l'offre et la demande. Si on a moins de demande de sucre, son prix doit s'effondrer, entre parenthèses, réduit. Si on a une augmentation généralisée des prix, c'est qu'on a forcément une raison d'origine monétaire, c'est-à-dire inflationniste. Et c'est ce que disait Milton Friedman, le chef de file de l'école monétariste. Ouverture des guillemets, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et d'ailleurs, les prix à la consommation n'augmentent pas depuis février 2022. Entre parenthèses, c'est-à-dire depuis la déclaration de la guerre en Ukraine. Mais depuis février 2021 aux États-Unis et en Europe, entre parenthèses, le Sénégal importe de l'inflation, donc est concerné. Donc c'est une preuve de plus que la raison principale de l'augmentation généralisée des prix n'est pas une raison énergétique ou géopolitique comme on nous le fait croire depuis, c'est une raison monétaire. Permettez-moi de faire une petite digression sur la Russie. On a entendu ici et là, notamment de la part de l'extraordinaire ministre de l'économie française Bruno Le Maire, qu'il voulait mettre l'économie russe par terre. Pourtant, on s'aperçoit que le coût du rouble s'est renforcé. Si on veut mettre une économie à terre, il faudrait que sa monnaie se déprécie, dégringole. C'est parce que le génie ministre
s'y est mal pris. Il n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de ses actions. S'il voulait mettre réellement l'économie russe à genoux, il devait faire tout à fait le contraire. C'est-à-dire, au lieu d'empêcher les sociétés présentes en Russie de commercer avec l'Europe, ils auraient dû les laisser. Au lieu de supprimer ou de restreindre les transactions SWIFT entre l'Europe et la Russie, il aurait fallu les laisser en place. Si c'était cela qui était fait, alors le cours du rouble se serait écroulé parce que les Russes, à la moindre mauvaise nouvelle sur le théâtre des opérations, qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur rouble? Logiquement, ils les auraient vendus. Et donc, le cours du rouble aurait dégringolé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé tout au début de l'opération. Le rouble est passé de 1 euro pour 85 roubles à 1 euro pour 130 roubles. Aujourd'hui, on a 1 euro pour 60 roubles. Et tout ceci me permet de dire la première chose. Je pense qu'il faut toujours considérer avec beaucoup de circonspection les décisions économiques et financières de ceux qui nous gouvernent. Cela me rappelle ce paradoxe de l'Assemblée nationale. Si vous aviez une étude qui vous prouve par A plus B que notre pays se porterait bien mieux en supprimant l'Assemblée nationale, à votre avis, combien de députés voteraient une telle loi? Entre parenthèses, absolument aucun. Parce qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de comprendre quelque chose lorsque sa rémunération ou son pouvoir dépend du fait qu'il ne la comprenne pas. À mon avis, c'est une réaction politique de l'Europe et pas du tout des réactions qui sont basées sur des principes économiques. C'est exactement la même chose lorsqu'ils disent qu'ils veulent mettre un plafond sur le prix de l'énergie, du pétrole et du gaz qu'ils vont acheter à la Russie. C'est ridicule. D'ailleurs, il y a le patron de Shell, récemment dans une interview, qui disait que c'était une très mauvaise idée et qu'il serait plus judicieux de laisser faire des experts sur ces sujets-là. Un homme politique, de nos jours, a avant toute chose un intérêt qu'il agisse et qu'il prenne des décisions. C'est un peu le principe même de la politique politicienne, même si ces décisions n'ont aucun sens. Ces sanctions sur la Russie, si l'objectif était de mettre la Russie à genoux, il n'y aurait pas lieu d'être, mais faire le contraire. Est-ce que l'une des solutions serait-il de bloquer ou contrôler les prix? Contrôler les prix, c'est toujours une très mauvaise idée, parce que chaque prix est le résultat de l'offre et la demande. Donc, si on réduit artificiellement un prix, évidemment, on aura beaucoup plus de demandes pour cette matière première. Exemple, imaginons que le prix de la brique de lait soit de 500 francs CFA, et que demain, le gouvernement décide que cette dernière, entre parenthèses, brique de lait, soit de 250 francs CFA. Tout d'abord, au niveau de la demande, il y aura énormément de personnes qui vont acheter du lait alors qu'elles n'en achetaient pas. Il y a aussi énormément de personnes qui vont trouver des nouvelles utilisations pour le lait qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, on va avoir une demande qui augmente. De l'autre côté, au niveau de l'offre, les marges des producteurs ne seront pas aussi grandes qu'on pourrait le croire. Il y aura énormément de producteurs qui vont produire à perte, donc ils vont se dire, ouverture des guillemets, moi le lait, c'est fini. Je vais faire du beurre, du fromage, ou je vais amener mes vaches à la boucherie. D'un côté, on aura une augmentation de la demande. De l'autre, une réduction de l'offre, et cela va créer des pénuries. C'est pour cela que lorsque je vois dans ce pays qui est le Sénégal, que les populations soient contentes du contrôle des prix, cela me fait de la peine. Au-delà de cela, le Sénégal est composé de 97% de musulmans. Entre parenthèses, le prophète de l'islam n'a jamais accepté le contrôle de prix, même en période d'inflation. Certains économistes disent qu'il est bon d'avoir 2% d'inflation. J'en pense quoi? C'est une mauvaise interprétation, à mon avis, de ce qu'est l'inflation. Pour essayer de comprendre, il faut revenir à l'origine de ces 2%, ce qu'on fait assez rarement. Aujourd'hui, les 2%, c'est une préconisation du FMI depuis le début des années 2000. Cela vient originairement d'un professeur de Harvard, entre parenthèses. Bizarrement, j'ai oublié le nom, et cela fait des jours que je cherche cela, mais bon, sûrement, vous allez trouver vous, qui avait sorti un papier disant que 2% d'inflation, c'est bon pour l'économie, et lui-même se dit être basé sur le chef de file monétariste Milton Friedman. Cette inflation devait durer combien de temps? Il est toujours très délicat de faire des prévisions. Ce que je pourrais vous dire, déjà, parce qu'on se souvient tous dans les années 80
du prix Nobel d'économie Paul Samuelson, qui disait que le PIB de l'URSS serait supérieur à celui des États-Unis dans le courant des années 2000. Parmi les grandes autres prédictions qu'on a eues, il y a celle de Irving Fisher, qui est un grand économiste des années 1920, qui, 3 jours avant le krach de 1929, nous dit que les actions ont atteint le haut plateau permanent. Donc, je crois qu'il faut rester très circonspect aux prévisions notamment des banques centrales qui nous promettent une inflation maîtrisée dans les 12 mois à venir. Déjà, parce qu'elles n'ont ni vu venir la hausse des prix actuels, il y a encore 6 à 8 mois, on nous disait que c'était transitoire, mais aussi, elles n'ont pas vu venir la chute de Lehman Brothers, la crise financière. En vrai, les banques centrales ne voient rien venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation a 2 effets principaux sur l'économie. Le premier, c'est la hausse des prix à la consommation et des actifs. Et le deuxième, que l'on appelle la distorsion des prix, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Imaginez que vous avez un restaurateur ayant un restaurant dans une petite ville. Ce dernier fait une trentaine de couverts par soir et un jour, à l'insu de sa connaissance, s'installe proche de son restaurant un cirque. Évidemment, le cirque draine de nombreux visiteurs et tous les artistes vont se restaurer dans ce restaurant. Il, entre parenthèses, le restaurateur, est très content et voit arriver beaucoup de nouveaux clients. Il recrute du personnel, il va prendre un crédit pour acheter une annexe à côté pour agrandir son restaurant. Entre parenthèses, table, couvert, verre. Un jour, le cirque s'en va. Et là, il est très mal. Il va licencier en partie son personnel, un crédit sur le dos qu'il va plus pouvoir rembourser, donc il va faire faillite. Quand on baisse les taux d'intérêt, c'est un tout petit peu comme avoir une demande supplémentaire, artificielle. Et évidemment, quand on remonte les taux, on appelle ça une politique de normalisation. On crée des crises parce que nous allons nous retrouver dans la même situation que ce restaurateur. Warren Buffett, le célèbre investisseur, disait, ouverture de guillemets, c'est lorsque la marée est basse qu'on voit ceux qui nageaient tout nus. Et là, c'est la même chose lorsque les taux remontent, on voit ceux qui ont entrepris des projets non rentables. Aujourd'hui, on arrive dans une politique de normalisation, c'est-à-dire de hausse des taux, qui peut juguler l'inflation, mais par contre, on a plus les mêmes marges de manœuvre que dans les années 80, où il y a eu une inflation très importante aux États-Unis. Et le président de la FED, entre parenthèses, Banque fédérale américaine, Paul Volcker, à l'époque a remonté les taux d'intérêt jusqu'à 20%. On ne peut pas se permettre de le faire, car on a un endettement très important. Donc si vous augmentez les taux d'intérêt de manière très importante, votre endettement va coûter beaucoup plus cher, et de l'autre, quand on remonte les taux, on a ces problèmes de crise. Donc, nous sommes pris dans un dilemme entre d'un côté, une inflation qui va durer très longtemps, et on parle en années, pas en mois, et de l'autre, une crise de très grande ampleur. Pour vous donner un exemple, dans les années 70, on a eu en 1971 le pic de création monétaire. Entre parenthèses, c'est la période à partir de laquelle la Banque centrale arrête de tourner la planche à billets, en tout cas, le font de manière moins importante. Et nous avons eu le pic d'inflation 9 ans plus tard, en 1980. Vous avez alors un délai entre le pic de création monétaire et celui de l'inflation. La mauvaise nouvelle, c'est que le pic de création monétaire en zone euro, en tout cas, c'était cette année. Donc, on a quelques années devant nous. Donc, je ne suis pas du tout confiant sur l'avenir de l'inflation. Et il faut avoir véritablement une conscience des effets délétères de l'inflation. Je reprends l'exemple du dollar et des États-Unis, parce qu'il est plus simple de comparer le dollar sur la durée que l'euro ou le franc. Dans les années 60 aux USA, avec 10 000 $, vous pouviez vous acheter une maison. Aujourd'hui, avec la même somme, vous achetez une cuisine. De ce fait, celui qui a gardé ses 10 000 $ sous son matelas, il n'est pas content. Maintenant, investir son épargne ou ses avoirs ou son argent en période d'inflation me fait penser à la fameuse phrase que j'ai lue il y a 2 jours de cela, où Dante disait qu'il était écrit au-dessus de la porte des enfers, ouverture des guillemets, laissez toute espérance, vous qui entrez. Parce que d'un côté,
Vous avez le choix de mettre votre argent sur votre compte bancaire, mais comme on l'a dit, l'inflation est une taxe sur l'épargne, donc votre pouvoir d'achat s'érode avec le temps. De l'autre côté, les prix subissent des déformations à cause de ces modifications du taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile. Ceci dit, avant de donner quelques idées, quelques suggestions, j'aimerais quand même rappeler que dans le monde des investissements, il y a principalement deux forces qui agissent sur les prix de ces derniers. L'une d'entre elles, c'est ce que l'on appelle l'évaluation du risque des actifs. C'est un modèle qui a été développé par William Sharpe, qui nous permet d'évaluer un actif en fonction de son risque. L'autre force, ce sont les anticipations que le marché se fait du prix de l'actif, c'est-à-dire que si par exemple demain, un météorologue vous dit qu'il va faire beau, il fera beau qu'il le dise ou pas. Par contre, si un grand financier ou un grand fonds d'investissement vous dit que l'or va monter ou le dollar va baisser, même si tu devras faire l'inverse de ce qui a été dit par ces derniers, le fait que quelqu'un te dise que le poids de l'or aille vers une certaine direction, cela influe sur cette direction. Ce qui nous amène à la première règle dans les investissements, ouverture des guillemets, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Donc, dans le monde des investissements, ce qu'on cherche, c'est une sorte d'asymétrie entre le gain et la perte potentielle. Entre parenthèses, mais qu'il y ait plus de chances de gagner que de perdre. La première chose qu'il faut faire, c'est de s'intéresser à des monnaies qui ont eu des politiques monétaires restrictives. Entre parenthèses, donc ni l'euro, ni le dollar, ni ces monnaies, dont on a beaucoup utilisé la planche à billets. En ce moment, le dollar s'est renforcé, et quand cela va mal en général, on va sur la monnaie qui fait office de valeur refuge. On parle beaucoup aussi des crypto-monnaies. Je suis assez partagé, je comprends l'intérêt et je pense qu'ils ont un futur. Même s'il y a des gens qui me disent que les cryptos sont basés sur rien. Mais je leur dis, pardonnez-moi, mais depuis 1971, la monnaie fiduciaire aussi ne repose sur rien. Ce qui est beaucoup plus problématique avec les cryptos, c'est la question réglementaire. C'est-à-dire, on est toujours dans le risque que les banques commerciales se réunissent, interdisent, taxent d'une certaine manière l'utilisation des crypto-monnaies. On peut s'intéresser aussi à tous les actifs qui sont difficilement duplicables. Cela implique aussi les actifs immobiliers, on parle d'emplacement. S'intéresser aux sociétés du luxe, entre parenthèses LVMH, ne pas s'intéresser aux obligations indexées à l'inflation, car dépassant, jamais ce dernier souvent égal. S'intéresser aux actions des sociétés de sécurité. Mais, en conclusion, il est mieux de quitter ce système monétaire qui est du vol, nous prend notre temps, entre parenthèses, le facteur le plus important pour un être humain, à travers la dette, et rend de plus en plus écrasantes les inégalités pauvres-riches. Et malheureusement, en tout cas dans le monde, ceux que nous appelons économistes ne se rendent pas compte de tout cela ou font des cyniques et surtout sont des complices de ces dirigeants et banquiers d'affaires. Je précise que ces organismes comme la Banque mondiale, le FMI, entre parenthèses, Fonds monétaire international, WEF, entre parenthèses, World Economic Forum, sont des farces et des mécanismes d'oppression pour les pays qui veulent sortir de ce joug système. Notons bien, ouverture des guillemets. Le franc CFA étant indexé à l'euro, alors la politique monétaire employée par l'Union européenne, entre parenthèses UE, s'applique à l'économie de l'Afrique francophone. Par conséquent, elle l'affecte bien évidemment sur une multitude d'aspects. Cependant, nous constatons un fait étrange et ironique. L'Afrique francophone n'a aucune place au Conseil économique de l'euro, et de ce fait, n'a aucune voix ni aucun pouvoir en termes de prise de décision qui pourtant affecte son économie et par conséquent sa politique au quotidien. Pourtant, la France est présente et a son mot à dire durant les conseils économiques régionaux en Afrique. Alexander Molotov. Ouverture des guillemets. Notre PIB prend en compte, dans ses calculs, la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il comptabilise les systèmes de sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoias, ainsi que le remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production du napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes.
Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du couteau Speck, ainsi que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets correspondants à nos enfants. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou de la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. John Fitzgerald Kennedy.